abordons maintenant le temps de notre première conférence. Nous allons donner à chacun et chacune des intervenantes 5 minutes pour présenter la manière dont se déclinent les politiques d'innovation sociale au niveau de la région, au niveau des départements, auprès en fait des acteurs locaux. Et puis nous donnons la parole ensuite à l'Union nationale des bistrots mémoire qui nous expliquera comment ils comptent s'inscrire dans ce champ de l'innovation sociale compte tenu de l'expertise qu'ils ont acquise depuis déjà pas mal de temps. Donc sans plus tarder, Madame Pateau, vous êtes vice-présidente au Conseil régional chargée de l'égalité, de l'innovation sociale et de la vie associative. De la vie associative, voilà. Merci. Je vous laisse 5 minutes pour nous exposer comment la région s'inscrit dans ces politiques publiques de l'innovation sociale avec les choix que vous avez faits et en particulier ceux qui nous intéressent, nous, ici, aujourd'hui. Ok. Donc, je prétends pas faire une intervention très structurée, mais juste un témoignage et je pense aussi une ouverture au débat. Donc, je parle en tant que vice-présidente à l'égalité et l'innovation sociale et la vie associative. Et ça n'est pas anodin, effectivement, qu'il y ait une vice-présidence de ce type-là à la région. C'est une volonté, effectivement. C'est lié aussi à cette stratégie régionale qui met en premier axe le développement de l'économie sociale et solidaire et les réponses aux besoins des habitants, même si, effectivement, l'innovation sociale en soi ne peut pas être une politique puisque c'est transversal et que ça impacte l'ensemble des domaines de la vie des uns et des autres. Donc je parle en tant que vice-présidente, mais c'est vrai que j'ai aussi un petit recul sur la question puisque dans ma vie professionnelle, je me suis quand même beaucoup intéressée à la question du développement, je dirais, de l'innovation sociale et particulièrement à la question de la place des personnes âgées, par exemple, dans les EHPAD ou à la question du bien-être. Donc, je suis aussi assez sensible au sujet que vous pouvez aborder et ça a été un sujet de travail pour moi pendant quelques années. Alors, moi, je reprends en tant que région la définition que j'ai trouvée dans l'AVIS, mais qui va faire écho aux définitions qui ont pu être données ce matin, c'est-à-dire effectivement comment répondre à des besoins nouveaux ou à des besoins mal couverts ou à des besoins évolutifs avec de nouvelles solutions. Et quand on dit nouvelles solutions, c'est nouveaux produits, nouveaux services, mais aussi nouvelle gouvernance, nouveaux financements, nouvelles manières de regarder les choses. Et avec effectivement cette idée de la participation dans l'innovation, c'est-à-dire que je crois qu'une des caractéristiques de l'innovation, c'est la manière de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs qui sont effectivement les usagers, les personnes concernées, la puissance publique, les élus, les associations, c'est-à-dire comment effectivement, dans l'innovation, il y a aussi une autre manière d'élaborer les projets. Donc moi, je reprends à mon compte cette définition. C'est vrai que dans mon approche, qui est celle de la région, c'est-à-dire avec une compétence économique, c'est vrai, je suis finalement chargée de l'économie sociale et solidaire à la région. Ça se niche pour nous dans cette politique innovation sociale. Il y a l'économie sociale et solidaire. Il y a la volonté de pérenniser et donc de trouver le modèle. Alors de trouver le modèle économique. Et quand je dis modèle économique, je ne parle pas d'une économie purement libérale. Je pense que chacun trouve un modèle économique, que ce soit avec des subventions, sans subventions, que ce soit avec du bénévolat, sans bénévolat, que ce soit avec des rentrées d'argent en fonds propres, etc. En tout cas, l'innovation sociale, pour moi, est distincte de l'expérimentation, même s'il y a souvent expérimentation d'abord avant l'innovation sociale. Elle tend à chercher et à trouver finalement une pérennisation dans son intervention, et pour moi, c'est un élément important. J'en ai, mais je pense que vous l'avez aussi un peu rappelé ce matin, une vision systémique. C'est-à-dire que je rappelle souvent aux acteurs de l'ESS, mais à d'autres aussi, que l'innovation est dans leur ADN. C'est-à-dire que c'est souvent parce qu'il y avait un besoin non couvert ou mal couvert qu'une activité a été créée, que des gens se sont
décidé. Je pense souvent, par exemple, mais il y en a plein d'autres, à l'ADAPI. C'est parce qu'il y a des parents qui constataient qu'il y avait carence, qu'il y a eu émergence de ces questions-là. On le voit actuellement sur la question de l'autisme. Moi, en tant que conseillère régionale, je suis sollicitée quasiment de manière hebdomadaire par des associations qui tendent et qui cherchent à intervenir sur les domaines de l'autisme et que ce soit les parents d'autistes ou des adultes autistes qui cherchent aussi des solutions. Donc c'est dans l'ADN d'être innovant et en même temps l'enjeu de l'ESS c'est sans doute au-delà de cette phase d'innovation de trouver une pérennité qui ne devienne pas un ronron, qui ne devienne pas une routine, qui ne devienne pas quelque chose qui perd finalement son sens. Et donc, comment on reste innovant. Donc, l'innovation, c'est aussi un état d'esprit. C'est aussi une manière de rester toujours capable de se remettre en question. Pour moi, une structure de l'ESS qui n'est pas capable de voir que le monde bouge et qu'elle doit donc se remettre en question est en train de perdre finalement son ADN. Alors, dans la période actuelle, vous imaginez qu'on est très sollicité, le monde bouge, et plus le monde bouge, plus l'innovation est nécessaire, donc plus il y a besoin d'innovation, plus on se tourne vers les collectivités pour chercher du soutien, pour chercher de l'aide. Et donc, c'est vraiment vers nous, comme vers les départements, vers les collectivités locales, que chacun se retourne actuellement. Donc, vision systémique qui fait que... on a effectivement sans doute aussi à avoir en tête la question du militantisme dans l'innovation, puisqu'on voit bien que l'innovation, par définition, bouleverse ce qui existe, et que je pense à Territoire zéro chômeur, par exemple, qui se déroule sur le territoire où j'habite, et qui consiste effectivement à rendre les demandeurs d'emploi longue durée salariés à partir d'un défi, je dirais, qui est de dire qu'un territoire peut salarier les gens qui sont demandeurs d'emploi. On voit bien que ça demande de faire bouger non seulement les acteurs, mais aussi les lois, mais aussi voilà, l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire, et que c'est souvent l'innovation sociale qui finalement fait bouger le texte, fait bouger la loi. Et donc, je pense que l'innovation a aussi cette fonction de moteur, mais aussi à la région, je le ressens, et c'est pour ça que je le dis, mon intervention en tant que vice-présidente à l'innovation sociale fait souvent bouger la ligne des autres. C'est-à-dire que quand je discute avec mon collègue qui est chargé de l'environnement, et que je lui dis que les associations qui font du tri, de la recyclerie, de la ressourcerie me sollicitent de plus en plus pour du soutien, et que je considère que c'est de la politique environnementale aussi, au travers de ça, on voit bien que ça bouge les lignes de nos limites de compétences et de la manière de travailler. Voilà. Donc, innover, c'est détonner. Innover, c'est déclencher. Innover, c'est être le moteur à long terme de quelque chose. Et c'est sur cette définition-là que j'essaye de tenir une politique régionale. Alors, notre approche, et vous l'avez évoqué ce matin, je pense que j'en ai la lecture d'un monde qui se reconfigure et des articulations entre acteurs qui doivent se reconfigurer, reconfiguration des rôles entre des acteurs que je souhaite le plus possible engagés et le plus possible responsables et le moins possible consommateurs finalement de services, nouvelle configuration entre des habitants et leurs élus. Moi, je dis souvent aux maires des petites communes rurales que je fréquente beaucoup, et je vis dans le monde rural, arrêtez de pleurer sur vos pertes de compétences, sur le permis de construire ou sur la buse que vous n'avez plus à enterrer sous la voie communale, et posez-vous là où on vous attend, c'est-à-dire en tant qu'animateur de votre territoire et en tant que soutien des habitants dans leurs initiatives. Et je pense que là, il y a vraiment un job pour les élus locaux s'ils comprennent que c'est là qu'on les attend. Dorénavant. Et puis reconfiguration effectivement entre les usagers et les intervenants. On disait aussi les usagers et les aidants, et j'aime pas le terme usager, mais comme on trouve jamais l'autre mot, en tout cas reconfiguration sur la place des uns et des autres dans le système, et particulièrement la place de ceux qui vont utiliser le service au bout. Donc j'essaye de développer cette approche-là et de lire ça
dans les projets que je reçois pour effectivement les soutenir après. Donc je le disais, c'est une politique volontariste et par définition transversale. Ça m'oblige, entre guillemets, à travailler d'abord avec le mouvement associatif, puisque j'ai la délégation vie associative, et que quand on travaille avec le mouvement associatif, on travaille sur le bénévolat, mais on travaille aussi sur la formation des associations, mais on travaille aussi à la région sur les emplois associatifs que l'on peut soutenir, donc comment au travers de cet axe-là on peut travailler, mais c'est aussi quand on parle emploi, quand on parle formation, quand on parle mobilité, quand on parle économie, quand on parle environnement, comment insuffler cette notion d'innovation sociale dans l'ensemble de ces sujets. Sur la mobilité par exemple, on voit bien que le champ de l'innovation sociale est à peine entrouvert et que Blablacar ne résumera pas l'innovation sociale sur les questions de mobilité et qu'on a encore tout à inventer. On a aussi un autre levier quand on est région pour intervenir, en tout cas dans la région Bretagne, parce qu'on a une politique territorialisée et on a un contrat de partenariat avec chacun des pays. Et il y a quelques dizaines de millions d'euros qui sont attribués aux pays pour mener des actions qui sont nécessaires à leur propre développement. Et au travers de cette enveloppe-là, on peut soutenir beaucoup de choses. Je ne sais pas si sur les pays sur lesquels vous habitez, alors je parle de la Bretagne, je ne sais pas si ça peut être transposé dans d'autres régions, mais des associations ou des collectivités peuvent effectivement trouver un soutien de financement de la région et de l'Europe. À ce titre-là, je vais encore inaugurer ce week-end quelques maisons de santé, quelques maisons de l'enfance, etc. Donc comment effectivement on peut soutenir ces initiatives-là. Donc moi je me positionne comme soutien aux initiatives. On n'en a pas forcément nous-mêmes l'initiative, mais en tout cas, on a la responsabilité de repérer les initiatives qui se passent sur notre territoire. Alors, comment intervient-on ? On intervient, je dirais, au travers de structures. Bernard Mérand en a cité un certain nombre. On soutient un TAG, c'est-à-dire un incubateur par département. J'étais hier à Lorient. Et parmi les porteurs de projets qui vont être cocoonés par cet incubateur pendant 1 an, il y avait une structure particulière qui, effectivement, veut offrir des loisirs à des adultes autistes et veut créer des activités de ce type-là. Mais il y avait aussi une personne qui veut créer du tourisme pour handicapés sur le Morbihan, etc. Donc les tags sont ces lieux où, à partir d'une idée, des porteurs de projets peuvent venir vérifier l'intelligence de leur projet, la faisabilité, et puis trouver des ressources techniques, humaines, pour ne pas être seul par rapport au projet. Madame Pato, j'ai 5 minutes, c'est trop long. Je finis. Je vais vous interrompre, mais je vais proposer de toute façon que vous puissiez resituer les différentes expériences que vous évoquez dans le débat, puisque nous aurons un débat tout à l'heure. Mais si on veut garder du temps pour les échanges et les débats, nous sommes obligés de nous tenir au temps qui est imparti. Vous avez 5-6 minutes pour pouvoir exposer votre propos. Juste un mot conclusif, parce que je n'ai pas le temps de développer pour le moment. Juste pour dire que par rapport à ce matin, qui aurait pu nous donner l'impression que c'était un peu déprimant de parler d'innovation sociale, excuse-moi Bernard, mais sur ce qu'on va pouvoir développer, je pense moi plus tard, mais peut-être Joël Tribalier cet après-midi pour Bretagne Active. Il y a plein de choses qui existent en tout cas. C'est peut-être un peu épars, mais c'est l'occasion d'en parler. Merci, vous nous avez donné une visibilité en tous les cas de la politique de la région qui est tout à fait intéressante. Madame Briand, vous êtes bien connue sur le secteur de Rennes, entre autres, et de l'Ille-et-Vilaine. Vous êtes adjointe aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Rennes se démarque dans le cadre de l'innovation sociale en ce qui concerne les personnes âgées, dans le cadre de Rennes Ville Amie des aînés. Mais ce n'est pas que ça. Donc vous allez nous dire un petit peu comment la ville de Rennes voit en fait ce domaine de l'innovation sociale, en particulier vu de votre point de vue. Alors merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis sur la délégation des personnes âgées et du handicap.
J'ai aussi une autre casquette qui est la protection de l'enfance au niveau du département, et je pense qu'on peut aussi parler d'innovation sociale, on peut oser en parler aussi, même si on est dans un cadre bien plus fermé. Et là, je vous prie d'excuser ma collègue Pauline Salin, qui, elle, est en charge de ce sujet, l'innovation sociale au niveau de la ville de Rennes. Et en fait, je me permets de vous faire part de mon plaisir d'être là, parce que je retrouve soit des personnes que je connais dans mon activité d'élu, mais aussi des personnes que je connais dans mon activité de professionnelle avant d'être élue, avant 2008, et qui étaient professionnels et militants. Et je me permets de rebondir sur la phrase de Anne qui dit « Le monde bouge ». Et pas très loin d'ici, moi j'étais directrice du CRIDEV, dans la vitrine, il y avait le slogan « Le monde bouge et vous ». Et donc avec Yves Bonnet, on avait essayé de le faire bouger à notre façon. Mais donc voilà, moi je pense que même si je suis élue depuis 2008, j'ai toujours gardé le monde bouge et vous, et cette réinterrogation des pratiques dans ma tête, et pour donner cette opportunité et pour faciliter, comme l'a dit Anne, on est des facilitateurs, on est des accompagnateurs de la société civile pour accompagner, pour trouver de nouvelles réponses. Et donc peut-être juste revenir donc, sur la délégation de Pauline. Donc à la ville de Rennes, il y a un beau projet qui s'est mis en place il y a à peu près un an d'innovation sociale. Donc c'est Solid à Rennes, hein, c'est en train de prendre forme. Donc pour accompagner toutes ces initiatives qui germent un peu de partout, mais qui ont besoin d'être un peu fédérées, d'être un peu accompagnées dans leur structure. Et je pense que nous étions en légitimité pour le faire dans la mesure où, si on remonte quelques années, enfin de nombreuses années en arrière, presque 50 ans, on a su être toujours à la pointe du osé. Je pense au logement social, hein, le guichet unique pour l'attribution des logements sociaux. Hein, ça a été fait à Rennes, ça a été expérimenté à Rennes, ça a été mis en place à Rennes. Nous étions aussi les premiers dans le cadre de l'expérimentation du RNI. On était volontaires pour le faire. On a un outil formidable à Rennes qui est l'APRAS, hein, l'Association pour la promotion de l'action sociale, mais qui est vraiment un endroit de source de données, de réflexion et de projection qui est particulièrement important et qui nous accompagne, et qui a été porteur aussi de cette carte sortir que beaucoup d'autres territoires nous regardent avec envie. Donc voilà, je pense qu'il y avait là un terreau qui était favorable, et ce qui a fait que la maire, que Nathalie Appéré, a vraiment souhaité mettre autour de la table les différents acteurs, hein, qui soient institutionnels, qui soient associatifs, qu'ils soient universitaires, parce que la recherche est là également, hein, le monde de l'université est également dans Solid à Rennes, et puis bien sûr, il faut des militants. Je crois qu'il faut des militants, c'est l'essence même pour continuer, pour que les projets tiennent, pour que les projets soient défendus, pour qu'ils portent. Et moi, je vois quand un projet tient vraiment à cœur d'une association, je pense que Anne le sent pareil, quand on est auprès du terrain, on est beaucoup plus enclin on se laisse embarquer aussi dans ces projets, ils deviennent les nôtres aussi, et on fait tout pour les soutenir. Donc Solid à Rennes, donc ça a vu le jour, ça a été lancé à l'hôtel Pasteur en décembre dernier, et donc des échanges, des groupes de travail thématiques se sont mis en place, et là on arrive, ça rejoint ce que disait Anne, les 3 thématiques qui ont été retenues, c'est l'insertion dans la ville, comment on participe à la vie de sa cité,
comment on est acteur, comment pouvoir se donner les moyens pour être acteur. C'est le parcours économique, subvenir à ses besoins, et puis le parcours social, accéder à ses droits. Donc voilà, tous les acteurs se mettent en place. Il y a une plateforme de financement qui s'adosse à la Fondation FAS pour financer. Donc on recherche des sponsors pour alimenter cette enveloppe qui pourra soutenir la création et le développement de ce projet. Donc ça, c'est la grande initiative de Solidarène. C'est en train de s'asseoir très sérieusement et très pratiquement dans notre paysage. Je reprends ma casquette d'élu aux personnes âgées et au handicap, mais surtout personnes âgées. Et là, en résonance de ce qui a été dit, faire bouger les lignes, moi j'ai trouvé que nous avons eu une belle opportunité dans le cadre de cette délégation pour faire bouger les lignes quand nous avons, dans le cadre de Rennes Ville Amie des Aînés, mener tous ces travaux de concertation citoyenne, d'état des lieux avec les Rennais, âgés, moins âgés, les services qui les accompagnent, pour savoir comment ils avaient envie de vieillir demain. Et nous avons mis un focus particulier sur l'habitat. L'habitat favorable au vieillissement et sur l'information et la communication et aussi sur la lutte contre l'isolement. Mais en matière d'habitat, sur l'habitat, on a commencé à travailler de façon multipartenariale avec les bailleurs sociaux, avec les institutionnels comme le département, mais avec les personnes aussi, pour définir ce que c'était un habitat favorable au vieillissement et ce que c'était l'environnement qui facilitait ce vieillissement au domicile. Et ce travail que nous avons fait localement, finalement, est venu enrichir les réflexions de Michel Delaunay, qui était à l'époque ministre en charge des personnes âgées, dans le cadre de l'élaboration de la loi ASV, adaptation de la société au vieillissement. Il y a tout un pan de cette loi concernant le domicile, l'aménagement de la ville, qui s'est inspiré de l'exemple rennais de définition, c'est-à-dire de regarder la ville par micro-secteurs pour définir où étaient les secteurs favorables au vieillissement et pour insuffler des aménagements et des aménagements de la ville, que ce soit au niveau des transports, de l'implantation des bancs et de l'aménagement des logements. Donc voilà, comment on peut faire bouger les lignes, c'est-à-dire faire aussi savoir ce qu'on fait, être nous les ambassadeurs de ce qui se fait sur nos territoires pour que ça alimente aussi des travaux qui se font dans les ministères pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc voilà un exemple. Et je regarde Irène Sipos qui est là, ou Ronald Lezakmer de l'ASIA que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. C'est aussi soutenir des innovations qui sont un peu plus osées. Je pense à la plateforme de répit il y a quelques années. C'était, voilà, il fallait oser. C'est adapter la ville aux personnes en problèmes cognitifs. C'est un projet, c'est un défi qu'on se lance parce qu'il faut entraîner les autres secteurs, il faut faire de la transversalité. C'est l'accompagnement à domicile des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Je pense que si nous sommes frileux, ce sera encore plus compliqué. Donc voilà, c'est notre rôle, c'est comme cela. Donc malheureusement, je ne peux pas toujours le faire de façon financière, mais après, c'est aussi soutenir autrement. Et pour rebondir, la compétence économique étant plus à Rennes Métropole avec un collègue en charge de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi l'accompagnement de beaux projets dans le champ de l'autisme aujourd'hui qui voit le jour et je crois qu'on a vraiment intérêt à être au rendez-vous pour que nous construisions ensemble, parce que c'est aussi ça les fondamentaux pour une société solidaire. Voilà, je ne sais pas si j'étais... Écoutez, on verra au niveau du débat s'il y a d'autres questions. Merci en tous les cas à Madame Briand de votre soutien aux incubateurs d'initiatives, et c'est encore mieux quand on sait qu'elles sont reconnues au niveau national. Bon, merci. Alors Noémie Janin, vous êtes déléguée
général à l'Union nationale des bistrots mémoire. Dites-nous en quelques mots comment l'UNBM veut s'inscrire dans le champ de l'innovation sociale comme étant un acteur à part entière auprès des acteurs locaux déjà existants et qui sont parfois nombreux. Alors, une petite correction, on a changé de nom il y a quelques mois. On se nomme maintenant l'Union des bistrots mémoire, votre langue a fourché, je pense. Vous avez dit UNBM. On trouvait que le sigle était un peu difficile à retenir. Et voilà. Pour plus de visibilité, on a changé notre nom pour mettre en avant bistrot mémoire, le concept, ce qui fait notre spécificité. Alors, pour bien comprendre comment et pourquoi, surtout l'Union des bistrots mémoire souhaite se positionner comme un acteur de l'innovation sociale, je vais reprendre rapidement quelques éléments de son histoire. À l'origine, au commencement, il y a un constat qui est partagé, qui est que les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés présentent une forme de résistance à l'accès aux institutions sanitaires, médico-sociales, qui est qu'elles se saisissent trop tardivement de ces institutions pour les soutenir et qu'à l'épreuve de la maladie et de la dépendance qui va progressivement s'installer, elles vont s'isoler socialement et que leur situation va se dégrader davantage. Alors face à ce constat, il y a une intuition. Il faut proposer autre chose, hors champ du sanitaire et du médico-social, qui s'inscrivent dans une approche plus préventive, centrée sur le maintien des liens sociaux, qui fasse baisser les résistances, qui fasse passerelle vers les autres dispositifs existants. Autre chose aussi qui permettent à ces personnes de rester en place de sujets, diront les psychanalystes, c'est un mot qu'on a déjà entendu ce matin avec Yves Bonny, en place de sujets, c'est-à-dire en place de personnes actrices de sa propre vie, de ses choix, et puis insérées dans la vie sociale. Cette autre chose va être le bistrot mémoire, créé à Rennes en 2004. Je crois que beaucoup connaissent ce dispositif, mais je vais quand même le redéfinir brièvement. C'est un lieu d'accueil et d'accompagnement des personnes qui vivent avec des troubles de la mémoire et de leurs aidants, proches et professionnels. C'est un lieu qui va être ouvert à tous, généralement organisé dans un bistrot, et qui va permettre d'échanger, de se rencontrer, de partager les difficultés. C'est aussi un lieu qui sera animé par un psychologue et une équipe de bénévoles. Donc le premier bistrot mémoire, il va être créé à Rennes en 2004. Et puis le concept, le dispositif va être repris dans le Grand Ouest d'abord, et puis ensuite sur toute la France. Donc vous voyez qu'on retrouve quand même toujours aujourd'hui une forte localisation sur le Grand Ouest, mais on voit apparaître depuis quelques années d'autres petits points sur la carte de France. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 45 lieux de bistrot mémoire qui fonctionnent sur l'ensemble du territoire national avec un certain nombre de projets, d'autres projets que l'on accompagne. Voilà, autre projet que l'on accompagne depuis quelques années, puisque si l'Union donc, a été créée en 2009 à partir d'un besoin de fédération des acteurs des dispositifs de bistrot mémoire, qu'elle a été dans un premier temps portée par son conseil d'administration jusqu'à 2013, une collaboration avec des groupes de protection sociale qui sont Agrica, Humanis et Malakoff Médéric ont permis de professionnaliser l'association et donc de développer un accompagnement pour favoriser donc, la création d'autres bistrots mémoire en France. Ce qui nous amène à la question, au cœur de la question, qui est pourquoi à présent l'Union souhaite se positionner comme un acteur de l'innovation sociale. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en tient pas au soutien des dispositifs, au soutien de création des dispositifs de bistrot mémoire ?
Alors d'abord parce que les bistromémoires sont des terrains d'expérimentation. Si tous reposent sur un cadre qui est assez clair aujourd'hui, sur des principes fondamentaux qui ont été décrits et qui permettent de reconnaître le dispositif sur l'ensemble du territoire, il y a une marge de manœuvre qui est laissée aux acteurs locaux sur les territoires, puisque le bistrot-mémoire n'est jamais le projet d'une personne ou d'une institution, mais toujours inscrit dans une réflexion collective, et les acteurs locaux vont être mobilisés autour de la construction du projet et adapter certains principes fondamentaux pour ajuster le dispositif aux besoins de la population, et puis pour qu'il puisse s'intégrer davantage à l'offre de soins qui existe. Donc, les bistrots-mémoires sont des terrains d'expérimentation. On voit par exemple d'autres lieux accueillir le dispositif, une médiathèque, un centre socioculturel. La population qui est accueillie peut également être spécifiée. L'année dernière, un bistrot-mémoire a été créé à Vitré à destination des malades plus jeunes. Et puis, comme je vous le disais, les bistrots-mémoires sont toujours inscrits dans des réseaux d'acteurs qui sont enclins à innover. Et comme l'Union a développé depuis ces dernières années une réelle expertise dans le champ gérontologique, la maladie d'Alzheimer, les dispositifs de prévention de l'isolement, qu'elle a construit une ingénierie de projets, des outils, une méthodologie dont elle pourrait faire bénéficier d'autres promoteurs de projets innovants, et que face à cette prise de conscience qu'il faut continuer à innover dans le domaine social et surtout gérontologique, eh bien, on est en mesure de proposer une autre forme d'accompagnement pour soutenir ces innovations sociales. Donc, quand on a commencé à... Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Quand on a commencé à se poser cette question-là, de comment on allait pouvoir accompagner d'autres initiatives innovantes que les bistrots-mémoires, on a mis en place un petit groupe de travail qu'on a appelé Comité Innovation Sociale. Et puis on a articulé la réflexion qui pouvait émerger de ce groupe avec les questionnements du conseil d'administration de l'Union. Et puis a émergé ce projet de laboratoire, de lab Bistro-Mémoire, pour accompagner les porteurs de projets à la construction et au développement de leurs projets innovants. Donc ce lab, il s'organise autour de 3 instances. On peut passer... je vais parler de... Oui, on peut revenir à la précédente, parce que bien sûr, il ne va pas s'agir d'accompagner toutes les initiatives innovantes, on n'en aurait pas les moyens. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur celles qui vont reposer sur les valeurs des bistrots-mémoires, sur ce qui fait le cœur de ce dispositif. Donc pour des initiatives qui œuvrent pour une société plus inclusive, qui vont favoriser l'expression des personnes en situation de vulnérabilité, qui vont favoriser les solidarités citoyennes, un fort ancrage territorial également, puisque c'est vraiment ce qui fait la spécificité de notre approche, et puis des initiatives qui vont se trouver plutôt du côté de la convivialité et du plaisir. Donc notre laboratoire, il est envisagé pour s'organiser de cette manière-là, autour de ces 3 grandes instances qui seraient articulées autour donc, de ce chargé de mission de l'Union, qui rencontrerait dans un premier temps le porteur de projets innovants, avec qui un diagnostic pourrait être élaboré pour identifier la problématique du projet à développer. Ce petit diagnostic sera ensuite soumis à un groupe que l'on a appelé groupe de personnes ressources, qui serait en fait constitué d'acteurs professionnels des dispositifs de bistrot-mémoire, des psychologues, des porteurs de projets, des partenaires institutionnels, et puis aussi des experts qu'on aurait pu solliciter autour de thématiques spécifiques, puisqu'on ne s'adresserait pas seulement à des projets de gérontologie, mais aussi d'autres secteurs par ailleurs. Donc ce groupe de personnes ressources, il serait une instance consultative qui
considérerait l'opportunité que pourrait représenter le soutien à l'accompagnement de tel ou tel projet, pour ne pas seulement considérer que le caractère nouveau du projet, mais aussi la pertinence de sa réponse. Voilà, et puis bien sûr, un lien serait fait avec le conseil d'administration de l'association pour qu'il y ait une vraie cohérence entre les projets soutenus et les orientations politiques de l'association en matière d'innovation sociale. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation du fonctionnement de ce laboratoire. Comme je vous le disais, on a construit ce projet en réfléchissant donc avec d'autres dans un petit comité innovation sociale. Je vais à présent passer la parole à Ina Moldovenu, qui faisait partie de ce comité innovation sociale et qui va nous donner un petit peu plus d'éléments sur la manière dont le comité vient s'inscrire dans cet écosystème de l'innovation sociale. Voilà. Merci Noémie Janin. Bon, c'est une belle ambition dont on savait bien que ça aurait du mal à être casé dans les 5 minutes qui vous étaient imparties. Mais Ina Moldoveanu, vous allez compléter le propos de Noémie Janin. Vous êtes psychologue à la clinique de Malétroit, dont je crois savoir que c'est une clinique gériatrique d'importance, puisqu'elle regroupe en fait un secteur assez vaste dans ce domaine. Vous avez la parole pour compléter les propos de Noémie Janin. Merci. Donc, Noémie a parlé de l'écosystème et en fait, pour bien comprendre l'écosystème de l'innovation sociale, ça serait bien déjà de comprendre c'est quoi l'écosystème. En tout cas, moi, j'essaie toujours de bien comprendre le sens des mots. Donc, l'écosystème, donc j'ai regardé un peu dans le Larousse. Et en fait, donc, c'est un système formé par un environnement et par l'ensemble des espèces qui vivent, s'y nourrissent, s'y reproduisent. Ce qui est bien de savoir, bon, c'est un modèle qui s'applique au début, qui s'est appliqué au début à un domaine de biologie qui après a pris de l'ampleur et qui a dépassé un peu les frontières de cette approche. Ce qui est intéressant dans cette notion de l'écosystème, c'est que l'écosystème, ça peut être aussi un petit élément, par exemple une falaise, une plage, mais ça peut être aussi un océan. Donc voilà, l'écosystème, c'est un ensemble assez divers, assez donc important. Si tu peux passer. L'écosystème, en fait, si on applique donc, cette notion à l'innovation sociale, c'est quoi? Il y a plusieurs modèles qui ont été élaborés et j'aime bien ce modèle québécois parce qu'il est le plus simple. Donc il y a globalement 2 groupes des acteurs dans l'écosystème. Tout d'abord, le premier groupe, c'est les porteurs. Donc les porteurs des projets et les preneurs, les bénéficiaires. Et deuxième groupe, c'est les partenaires. Bon, après, on les divise un peu. Les partenaires, donc il y a les bailleurs de fonds, il y a les partenaires de soutien, etc. Donc ça, c'est ce qui concerne le modèle québécois. Et ensuite, il y a en France, il y a plusieurs modèles qui ont été élaborés. Donc, on voit bien le processus participatif, donc la gouvernance. Il y a plusieurs acteurs qui créent cet écosystème. Donc, il y a les citoyens, les salariés, les collectivités locales, accompagnateurs, réseaux, universités, etc., etc. Un autre modèle, c'est à peu près la même chose, mais bon, voilà, ça reprend un peu. Donc, ça peut être les associations, les entreprises, acteurs de l'accompagnement. Acteurs économiques, c'est toujours, vous voyez, on retrouve les universités. Il me semble, c'est très important de ne pas oublier la recherche qui peut devenir un acteur très important, fondamental de cet écosystème. Donc, collectivité territoriale, là encore, donc, si on peut continuer. Il y a un autre modèle qui sert plus ou moins de référence, c'est le modèle qu'on retrouve sur Avis. Donc, c'est avis.org qui est un peu le site de référence de tout ce qui concerne l'innovation sociale. Et Avis propose 3 groupes
des acteurs, ceux qui informent et orientent, ceux qui financent et ceux qui accompagnent. Et après, chaque groupe, vous voyez, il est divisé en plusieurs... donc on retrouve plusieurs acteurs. Donc voilà. On peut passer. Bon, donc ça c'était une toute petite partie théorique. Et notre laboratoire dans tout ça, nous on fait quoi? Comment on se positionne? Et il faut savoir qu'on n'a absolument pas l'ambition de se substituer à un des acteurs de l'écosystème, mais plutôt d'être là et de s'intégrer dans ce système assez complexe qu'on vous avez vu. Donc on fera quoi, ce laboratoire? Déjà, on se positionne plutôt entre ceux qui informent et ceux qui orientent, ceux qui soutiennent, ceux qui accompagnent. On peut proposer un soutien méthodologique. Par exemple, on peut proposer un plan de développement. On peut aider à l'écriture du projet parce que on sait bien que parfois c'est un peu compliqué. On a pas mal des idées, mais mettre tout ça et surtout avoir un langage élaboré, c'est pas simple. Donc voilà, on peut proposer ce soutien. On peut aussi proposer le soutien à la mise en œuvre de l'expérimentation. On peut proposer aussi le soutien pour rechercher les financements, ce qui n'est pas négligeable. On va parler de ça plus tard. L'Union a aussi une grande expérience dans tout ce qui est mobilisation des acteurs locaux autour d'un projet. On peut aussi organiser le relais vers d'autres sources. On peut aussi aider les porteurs de projets ou, par exemple, les financeurs. On a quand même une certaine expertise dans tout ce qui est les questions aussi gérontologiques, surtout dans le domaine de gérontologie et de l'ingénierie du projet. On peut aussi donner notre avis concernant ce projet. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que l'idée elle est pertinente ou pas? Voilà. Sans imposer, mais un avis qui peut être intéressant. Et surtout, je finis là, c'est cette idée, elle a quelques mois, et comme toute l'innovation, elle est innovante, elle bouge, elle réfléchit, on est en train de réfléchir, on est en train de créer, de construire ce modèle, et c'est pourquoi on invite tout le monde de venir réfléchir avec nous. Merci. Si tu peux passer la suivante. Donc, voilà. Merci, Ina, de cet éclairage sur le nouveau positionnement de l'Union des bistrots mémoire. Eh bien, écoutez, maintenant, place au débat, aux échanges. Dans notre échange, vous avez la possibilité d'interroger les intervenants qui sont là, mais on va intégrer également nos intervenants de la conférence, M. Bonny et M. Méran, qui nous ont parlé auparavant de l'innovation sociale, du concept de l'innovation sociale, de l'interrogation que ça pose, du manque de visibilité quelquefois, des ambiguïtés quelquefois de l'innovation sociale, et puis des politiques publiques telles qu'elles se déclinent. Alors, qui voudrait intervenir? C'est toujours la première question qui est la plus difficile, mais qui voudrait intervenir, poser une question ou émettre un avis? Madame Sipos. Oui. J'ai plusieurs questions, mais la première serait pour Yves Bonny, pour aller dans le sens du déroulement du débat ce matin. Mais il y a eu vous avez présenté plusieurs modèles autour de l'innovation, et j'ai retenu, alors en marche arrière, le troisième qui correspond à une vision de l'innovation liée à un projet philosophique, au fond, sur une vision de l'homme et une vision de la société, et dans lequel les institutions et les financeurs éventuellement vont participer à ce projet en y apportant en particulier des financements, voire plus. Et puis le projet précédent qui serait antinomique et qui dirait que si les financeurs ou si les décideurs vont soutenir l'innovation, c'est surtout pour faire des économies. Enfin, comme c'est un modèle, je l'ai peut-être un petit peu trop modélisé, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. C'est-à-dire c'est comment
l'innovation va servir, et tant mieux d'ailleurs, à avoir moins de chômeurs, moins de dépenses sociales. Et moi, je me disais que c'est, en tout cas en réfléchissant à la philosophie des bistrots-mémoires, que ce n'était pas forcément aussi antinomique que ça. Par exemple, c'est vrai que si nous promouvons la présence des bénévoles et l'inclusion des personnes dans la société, dans leur environnement de vie, c'est aussi parce qu'on a la vision que c'est un problème de société. Comme je disais, c'est des millions de personnes qui sont concernées, et que si cette vision de la société change, c'est aussi parce qu'on pense que tout ne peut pas être du travail salarié. On ne peut pas avoir que des salariés qui s'occupent de la vie sociale des personnes touchées par les troubles comme la maladie d'Alzheimer. Donc c'est aussi peut-être avec l'idée que derrière ça, la société va fonctionner sans que ce soit que du salariat qui puisse faire face aux fragilités des personnes. Donc c'est vrai que ça peut être aussi une économie, mais pourquoi pas finalement. Voilà, c'était ma question. Est-ce que ce sont deux modèles que vous voyez vraiment comme différents? Moi, je les verrais un peu comme complémentaires. Alors, je pense que je ne me suis pas fait bien comprendre. Ça marche. L'opposition que j'ai dressée, en fait, c'était entre deux modèles aujourd'hui qui s'affrontent, enfin, qu'on observe. Il y a, pour caricaturer, on pourrait dire un modèle anglo-saxon qui a été notamment porté par l'ancien Premier ministre britannique à travers la notion de grande société. C'est de dire, à vous la société, de vous mobiliser, parce que l'État peut faire de moins en moins, grosso modo. Et ça ne touchait pas du tout la question du salariat, ça touchait la question des politiques publiques, en fait. Et quand j'ai présenté l'autre modèle, j'ai insisté justement sur la place du bénévolat. Donc ce n'est pas du tout la question du bénévolat, c'est la question de est-ce qu'on pense l'innovation sociale comme une sorte de redéfinition des pratiques d'innovation. À travers cette notion d'innovation, est-ce qu'on pense en termes de retrait de l'État, grosso modo, dire il y a le marché, puis après il y a les initiatives privées, pour simplifier. Ou est-ce qu'on pense en termes de recomposition, recomposition voulant dire non seulement faire appel à des initiatives associatives, mais voulant dire aussi repenser ce qu'on appelle l'action sociale, repenser les actions dans une perspective beaucoup plus globalisante. Donc c'est à la fois une question de ressources bénévoles, ressources marchandes, ressources publiques, mais c'est aussi une question de configuration du lien. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la question du symbolique, du lien, de ce qui fait sens. Et de ce point de vue-là, la question de la proximité, notamment les aidants et tout ça, cette question de la proximité, de l'ancrage local, c'est des questions fondamentales pour penser l'innovation sociale aujourd'hui, à mon avis, parce que chaque configuration locale doit inventer ses propres réponses. Et c'est donc aussi de dire il y a une reconfiguration de la place des acteurs publics, de l'État, etc., par rapport à des modèles qui ont pu être à certains moments parfois bureaucratisés, parfois trop pensés exclusivement justement en termes de salariés du secteur public, etc. Donc il y a aujourd'hui à repenser tout ça, mais il y a un mouvement important qui met l'accent sur l'innovation sociale pour finalement dire voilà, il y a les logiques marchandes, et puis le reste, ça doit relever avant tout de l'initiative privée. Et c'est ça le deuxième modèle que j'ai voulu souligner. Donc c'est pas tellement, enfin c'est philosophique si vous voulez, mais en même temps c'est très politique. C'est quel modèle de société on privilégie du point de vue des orientations. Donc de ce point de vue-là, pour moi, il y a une grosse différence entre les deux modèles. Merci. Alors, des questions ? Madame Paton. En entendant bien ce qui est dit, mais il y a aussi un élément qui me semble important en ce moment, quand je regarde l'innovation sociale ou les propositions que je peux avoir, c'est la question de l'engagement, effectivement. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut qu'on fasse attention à faire en sorte que nos concitoyens ne se sentent pas non plus dégagés d'un certain nombre de sujets. Mais on dit à peu près la même chose. Mais je prends un exemple très terre à terre, mais je vois toutes les communes rurales qui s'éreintent et se ruinent
à rénover des locaux, à installer des supérettes qui sont fermées 2 ans après. Et je peux faire juste un diaporama des supérettes fermées sur les places de village en Bretagne. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les habitants ne se sentent pas engagés par rapport à ça. Et effectivement, pourquoi s'arrêter dans la supérette où il y a très peu de choix de jambon et très peu de produits, alors qu'on a à 5 minutes de là un supermarché tellement plus attractif. Ce que je vois fonctionner comme épicerie dans les bourgs actuellement, c'est les épiceries cafés construits par les habitants. Et parce qu'ils en ont un peu bavé pour les construire, et parce que ça les engage d'une certaine manière, ils viennent y faire leurs courses. Et ils y passent parce qu'ils se sentent effectivement aussi porteurs de ce projet-là. Mais ce qui n'exclut pas effectivement la place de la collectivité dans ce projet-là. Mais quand on se pose des questions sur le bénévolat actuellement, le désengagement ou l'engagement des bénévoles, je pense qu'il y a aussi à mettre en perspective cette question de qu'est-ce qui fait que des citoyens peuvent considérer qu'ils sont dégagés d'une préoccupation ou qu'ils sont concernés. Et pour moi, je mets en parallèle cette réflexion sur comment continuer à avoir des bénévoles et comment effectivement faire en sorte que chacun se sente engagé dans la vie. Madame, alors une question là où... Alors c'est peut-être un témoignage et puis peut-être aussi une question qui tournerait à un moment donné sur les limites peut-être aujourd'hui des collectivités, enfin les institutions pour accompagner les projets sur l'innovation sociale. Je me présente, je suis Valérie Chausse-Pied, je travaille pour le CIAS à l'ouest de Rennes, donc une collectivité qui est toute proche de Rennes. Et en 2013, j'étais en charge d'accompagner un projet qui devient maintenant un dispositif sur l'accompagnement, en fait, la lutte contre l'isolement des personnes âgées sur un territoire de 7 communes, 35 000 habitants à peu près sur le territoire, et l'accompagnement des aidants. C'est un projet qui a eu des reconnaissances, puisque nous dépendons de l'Union nationale des CCAS. Donc on a eu le prix de l'innovation sociale en 2013. On a eu également la chance, lors de l'inauguration, d'avoir eu la présence du ministre en charge des personnes âgées à l'époque, de différents politiques et également représentants des collectivités locales sur le territoire d'Ille-et-Vilaine. Et je pense que sur les premières années, tout le monde était d'accord que ce projet avait du sens, répondait à un besoin sur, en effet, sur aussi bien l'accompagnement, là, notamment sur les bistrots-mémoires, sur l'accompagnement des aidants qui accompagnent les malades Alzheimer, mais au-delà de ça, puisque nous accompagnons également tout type d'aidants sur ce territoire et la lutte sur l'accompagnement de l'isolement va au-delà des personnes âgées, maintenant sur bientôt les 4 ans d'existence. Mon propos va arriver sur le fait que, comme vous avez pu apporter des informations sur comment on finance, on soutient ces projets innovants, on voit bien que à un moment donné, même si tout le monde est d'accord que ça a du sens, ça a ses limites, quoi. Là, pour vous expliquer un petit peu où nous en sommes sur cette expérimentation, aujourd'hui, on a un public qui a trouvé tout son intérêt. On accueille, on accompagne même sur des parcours individualisés des situations, aussi bien d'aidants et d'aidés. Mais ce dispositif est soutenu uniquement aujourd'hui par la volonté des communes, des 7 communes, qui vivent la même chose que tout le monde, des budgets contraints. Et également, nous répondons en fait de manière ponctuelle sur les appels à projets. Et donc, à un moment donné, même si la population s'est saisie sur le territoire, on a la chance d'être soutenu par une grosse association, 60 bénévoles qui œuvrent au quotidien, à un moment donné, il y a de l'essoufflement. Et ma question, c'est comment, à un moment donné, alors que tout le monde est d'accord, tout le monde, aussi bien la population que les pouvoirs publics, mine de rien, même si tout le monde est intéressé par ce dispositif,
on se demande à 6 mois tous les 6 mois si on va pouvoir continuer les actions que nous menons. Donc voilà, moi c'est un témoignage, mais en même temps, en tant que professionnelle, je viens à votre rencontre pour vous dire, moi je mesure les limites de tout ça, quoi. Voilà, si quelqu'un peut m'apporter un éclairage. Je veux bien rebondir, je connais bien le projet, même si, mais pas avec ma casquette ville de Rennes. Mais je crois qu'il est soutenu par le conseil départemental quand même, le projet. Enfin, il y a un soutien quand même. Oui, enfin, mais je sais que ça a été voté récemment, c'est passé en commission permanente récemment. Effectivement, pour avoir été confronté, enfin, il y a d'autres projets qui sont dans ce cas de figure. C'est effectivement toujours compliqué. Je pense au projet Simone de Beauvoir. On était à Rennes, on était sur la caserne MacMahon. C'était un projet qui a bien tourné pendant les 3 ans où il y avait des soutiens financiers, des fondations, etc. Et puis après, les fonds propres, enfin, c'était très difficile de faire fonctionner. Mais c'est aussi les limites des collectivités d'inscrire ces projets dans le fonctionnement permanent. Après, on peut, enfin pour ce qui me concerne, moi j'ai fait inscrire le bistrot mémoire en ligne directe dans le budget de la ville. Et il y a un financement assuré, il n'y a pas l'angoisse, enfin je parle du bistrot mémoire parce que je vois Irène, mais d'autres associations également. Médias seniors, etc. Parce que j'ai trouvé que ces projets-là avaient du sens, avaient une raison d'être. Et peut-être parce que j'ai été de l'autre côté assez longtemps, pendant 10 ans, à rechercher des financements en permanence pour faire fonctionner le CRIDEV, je savais aussi que c'était important de sécuriser et de faire des conventions au moins triennales avec certaines associations pour les sécuriser, pour éviter cette dispersion de recherche de fonds. Alors, c'est une volonté politique que nous, en tant qu'élus, nous devons aussi affirmer dans nos choix. C'est pas toujours possible et ça devient compliqué avec les budgets contraints. Mais voilà, mais moi, je donne toujours en conseil. J'ai d'autres casquettes, présidente de CLIC, etc. Je dis toujours essayer de négocier au moins des conventions triennales pour avoir une certaine sécurité, un souffle. Mais bon, voilà, ça sortira pas de cette salle. Moi, je crois que ce que vous dites est partagé par beaucoup, qu'effectivement, si je regarde nos dispositifs, ils sont souvent positionnés comme le coup de pouce des 3 ans de démarrage avec l'espoir que la structure va trouver son fonctionnement. Je pense particulièrement aux emplois associatifs régionaux, qui est un dispositif que je trouve très, très chouette, c'est-à-dire que ça nous permet de financer un emploi pendant 3 ans quand c'est d'ampleur régionale. Enfin, il y a les conditions, mais n'empêche que ça existe. Mais avec toujours le coup près, effectivement, alors on essaye plutôt de soutenir des postes de développeurs, justement, puisque l'idée, c'est qu'à terme, on puisse reprendre ces sommes-là et les passer à d'autres. Enfin, voilà. On est très vite embouteillé par les projets, et c'est vrai que si on veut pouvoir continuer à soutenir de l'innovation, il faut aussi qu'on ait une rotation. Mais c'est un vrai souci, et je l'ai partagé de l'autre côté aussi. Donc je suis d'accord que les conventions triennales sont un plus par rapport à ça, à condition que les collectivités aient à minima la vision de leur propre budget sur 3 ans, parce que c'est quand même aussi un peu la question depuis quelques années. Donc effectivement, quand je dis trouver son modèle économique, c'est quelle va être la part effectivement de chacun et des engagements. Mais plus fondamentalement, c'est aussi comment politiquement une société se dit qu'elle va se donner les moyens d'un certain nombre de choses. J'ai fait partie des gens qui ont milité pour le 5e risque et le point de CSG il y a quelques années. Parce qu'à un moment, si on ne dit pas clairement tous qu'on va tous être vieux ou qu'on a tous des parents qui vont être vieux et que ça coûte et qu'il faut de l'argent et que si on ne décide pas
qu'il faut dégager des fonds là-dessus, on sera toujours dans des montages plus ou moins intelligents, plus ou moins vertueux, mais qui atteindront toujours la limite que vous évoquez. Donc je pense qu'il faut aussi continuer à dire qu'il faut à un moment qu'on se pose collectivement la question de notre capacité à financer la dépendance, à financer l'isolement, etc. Et moi je lis tous les 2 ans ou tous les ans, je crois que c'est tous les 2 ans, l'étude de la Fondation de France sur les solitudes. Ça explose, la question de la solitude, et c'est pas que chez les vieux. Voilà, donc je suis d'accord avec vous qu'on est quand même toujours dans un exercice périlleux. Yves Bonny, au regard de ce que disent les représentants des politiques publiques et de porteuses de projets qui parlent d'essoufflement, etc., dans votre intervention tout à l'heure, vous avez évoqué effectivement ce problème de la pérennisation ou d'être tout le temps dans la culture du zapping, c'est-à-dire qu'on fait toujours de l'innovation sociale dans la mesure où c'est nouveau, alors que bon, il y a des choses qui sont nouvelles, comme vous le disiez, qui ont pu exister auparavant et qui sont nouvelles à un moment donné, alors qu'elles ne sont pas vraiment nouvelles. Quel est votre regard là-dessus, vous, en tant que personne un peu extérieure, observatrice de ce qui se passe? Je dirais que effectivement la question de la réduction des ressources, des budgets contraints, c'est une entrée, mais il y en a une autre, c'est que nous sommes une société riche d'une certaine façon, et donc nous sommes aussi une société qui veut aller plus loin, qui veut aller plus loin, et c'est parfaitement compréhensible, dans un souci de démocratisation, d'inclusion, etc., de reconnaissance. Donc il y a des choses nouvelles comme le risque de dépendance qui apparaissent, et donc il y a des enjeux de financement, de soutien de ce genre de choses qui font que, au fond, ce que je soulignais tout à l'heure, c'est que quand on dit innovation sociale, c'est répondre à des besoins non couverts, etc., c'est infini. Donc c'est la question du désir aussi, des aspirations, hein. C'est pas seulement une question de besoin. Moi, je suis très critique de la notion de besoin, parce que le besoin, on laisse penser que c'est juste à découvrir, que c'est déjà là. En fait, ça touche à la question de nos modes de vie, de nos conceptions de la vie, de nos aspirations. Donc il y a des choses qu'on peut trouver, on peut assez vite être consensuel, dire l'isolement, c'est bon. Mais il y a des choses, ça relève des aspirations, ça relève donc de choix de société. Et donc la question des ressources qu'on met sur ces choix de société, c'est ça la question clé. Et il n'y a pas de limite non plus là. C'est pas 50% de PIB ou je sais pas quoi. C'est des choix de société. Combien on veut mettre, combien on veut mettre collectivement. Et ce que j'ai souligné, c'est que de ce point de vue-là, on n'est pas dans une période très porteuse. On est dans une période, on est dans une tension entre une logique, on va dire néolibérale, qui est pour la réduction de la place de la puissance publique, et parallèlement des aspirations démocratiques, des aspirations d'inclusion qui sont importantes. Et donc, les questions qu'on discute ce matin, par exemple, comment on pérennise les bistrots mémoire, c'est quelque chose qui ne se posait pas il y a 30 ans. C'est quelque chose, donc ça veut dire qu'on évolue dans nos façons de penser. On pense qu'aujourd'hui, on a des enjeux collectifs à traiter ces questions-là. Donc, comment on les traite et qu'est-ce qu'on y met comme ressources? Ressources bénévoles. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord sur la notion de l'engagement. Il ne faut pas opposer l'engagement personnel, l'engagement associatif, etc., et puis les engagements publics, mais ça s'articule. Moi, ce que je veux souligner, c'est que c'est une question de comment on fait ensemble pour construire ça. Et évidemment, ceux qui sont dans les positions d'élus et tout ça, ils sont eux aussi confrontés à ces questions de ressources rares et autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer, il faut les travailler ensemble. Et je suis d'accord aussi sur la place des chercheurs là-dedans. Les chercheurs, l'université, elle a aussi sa place là-dedans, parce que si on est des chercheurs impliqués dans la vie publique, on ne peut pas juste être des observateurs. On doit aussi apporter des réflexions et aussi éventuellement des pistes de réponse. Donc c'est comment on construit collectivement alors écosystèmes, j'aime pas trop le terme, mais enfin des jeux d'acteurs, des réseaux d'acteurs qui se saisissent ensemble des questions et qui ne s'opposent pas. On n'est pas dans, voilà, je quémande d'une subvention ou je sais pas quoi. Il faut arriver justement, le financement pérenne, les financements pluriannuels et tout ça, c'est des réponses intelligentes par rapport à des logiques de mise en concurrence des acteurs et des logiques de financement à purement court terme. Donc la question de l'innovation, c'est comment on finance non seulement effectivement l'émergence, mais le fonctionnement. Et aujourd'hui, les financements de fonctionnement, on ne les trouve pas. Et on dit, allez voir ailleurs, trouvez votre modèle économique. Je pense qu'il faut qu'on invente des modèles économiques où la puissance publique a sa place, c'est-à-dire, mais de façon pérenne, pas juste à l'amorçage. Mais c'est compliqué et c'est une question de choix de société.
ça nous renverra aussi à cet après-midi, puisqu'il y aura une table ronde là-dessus. Alors, allez-y, Ina, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais juste parler avec mes 2 casquettes de psychologue déjà et porteur de projet que j'étais pendant quelques années. Et tout d'abord, c'est bien que cette question d'essoufflement, de pérennisation a été abordée parce que il me semble qu'il ne faut pas oublier, on a parlé beaucoup du sujet, mais c'est aussi très humain et c'est spécifique à la nature humaine de s'essouffler parfois. Parfois, voilà, ça on fatigue, ça arrive. Je pense qu'il faut tenir compte de ça. On voit bien dans les bistrots mémoire, parfois, c'est les personnes âgées, on voit, bon, ça... On a eu cette chance, ça ne s'est jamais arrêté, mais on voit parfois il y a comme une baisse un peu de fréquence. Après, ça rebondit. Je pense il y a cette dimension très, oui, cyclique et surtout très humaine. Il y a une certaine routine parfois qui s'installe, qui peut devenir un peu fatigante. Donc ça, c'est d'un côté. Après, je pense que la réponse à tout ça, c'est aussi l'innovation. Et c'est ça aussi parce que la routine, c'est rassurant pour les personnes âgées, surtout pour les personnes malades. Donc il y a un côté très bien et très rassurant dans la routine. Par contre, parfois, voilà, les acteurs qui interviennent, ça peut fatiguer cette routine. Et je pense aussi au fait que, donc ça c'est un côté que je voulais parler, et avec ma casquette de porteur de projet, je sais qu'il faut avoir beaucoup d'enthousiasme, il faut vraiment cette notion d'engagement, parce que peut-être il faut prendre ça comme, en tout cas moi je l'ai pris comme une donnée de base. Il faut passer du temps, chercher des financements, à reconstruire, reconfigurer même le dispositif. Est-ce que ça marche bien comme ça? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? C'est-à-dire c'est une construction permanente. Et je comprends, et tout à fait, on est un peu dans la même position de chaque fois, on ne sait pas, on finit l'année, il y a l'été qui arrive, on s'arrête pour des vacances et on ne sait pas si on démarre septembre, octobre. Chaque fois, on dit aux personnes âgées, bon, écoutez, voilà, on a passé une bonne année ensemble, peut-être on se reverra à l'automne, peut-être non. Donc voilà, c'est juste, il y a un côté dans la pérennisation, dans l'essoufflement, un côté un peu, comment dire, je ne sais pas comment dire, mais ça fait partie aussi de la vie, ça fait partie, c'est dommage, mais ça peut être aussi une source d'inspiration. Par exemple, et je finis ici, nous, quand on a démarré les bistrots mémoire, donc nous, les psychologues, on avait déjà beaucoup de travail, donc il fallait embaucher des psychologues pour qu'ils animent ces bistrots mémoire, et c'était des contrats très très précaires, et on a trouvé juste des jeunes psychologues qui sortaient de leurs études, qui finissaient. Donc voilà, on a démarré en septembre, octobre, donc ils ont fini leur cursus universitaire, et on savait très très bien que ça va être précaire parce qu'il s'agissait juste de quelques heures par mois, et donc ils n'avaient pas d'autre choix, donc ils commençaient à intervenir dans les bistrots mémoire, tout en sachant, et eux et nous, que bon, ils sont là juste le temps qu'ils trouvent autre chose, des contrats plus importants. Mais cette précarité, je n'ai absolument pas fait éloge de la précarité, mais ça a amené aussi autre chose. Comme c'était un premier travail, comme c'était des personnes jeunes, dynamiques, innovantes, elles impulsaient aussi ce dynamisme, cette énergie. Et on a eu une succession de plusieurs personnes comme ça. Et il y avait un très bon côté parce que chaque fois, ça redynamisait, ça apportait autre chose. Bon, voilà. Mais il y a le côté quand même précaire. Bon, voilà, bon, vous faites allusion à l'engagement dont parlait Mme Patot, entre autres, ou Mme Sipos ou M. Bonny. Bon, je passerai la parole à Mme Briand qui voulait évoquer aussi quelque chose par rapport à ça, mais il y a une personne qui voulait... Oui, bonjour, je m'appelle Florence Leduc, je suis présidente de l'Association française des aidants. Je suis très très intéressée par tout ce débat sur le financement, la pérennité, la fragilité.
Aujourd'hui, on est quand même dans ce monde qui bouge beaucoup. Et on est quand même contraint de penser autrement. Et penser autrement, c'est de se dire que, quelles que soient les bonnes idées que l'on a, et Dieu sait que je pense que nous avons des bonnes idées avec nos amis Bistro Mémoire aussi, pour autant aujourd'hui il n'y a plus de légitimité à la question de la bonne idée si par ailleurs, pour être légitime, on n'accompagne pas ces bonnes idées du bon modèle économique. Et quand il y a quelques années, des groupes de protection sociale, plus particulièrement à la G2R La Mondiale, nous a accompagnés, j'ai reçu une grande claque dans la figure en disant, ben voilà, en priorité, les bonnes idées, mais aussi le modèle économique. Et c'est vrai que si on n'a pas ça, on est mal, on est malheureux, on est frustré, parce que franchement, ces bonnes idées-là. Et puis, il y a une autre donnée que je voudrais poser là, je ne la dénonce pas, je le dis. Aujourd'hui, on est sur un monde de marchandisation. Sur la question des aidants, par exemple, l'Association française des aidants que je préside maintenant est née en 2003 et la fondatrice avait eu cette intuition des cafés des aidants. Mais ça n'est qu'une réalisation. Il faut faire attention de ne pas se laisser enfermer aux réalisations, mais aussi de questionner le projet que nous portons, qui est intemporel. Mais aujourd'hui, il y a une donne massive et majeure qui est celle de la concurrence. Et par exemple, sur la question, et je vais dire des gros mots, sur le marché des aidants, il y a plein de cabinets de consultants compliqués à droite à gauche ce que les uns et les autres nous avions initié, et tant mieux si ça peut être porté, mais on est dans un marché hyper concurrentiel où on vend des prestations pour d'aidants, pour les entreprises, pour ceci, et aujourd'hui, on a un petit peu de mal à lutter avec et contre ça, et pour autant, cette énergie, cet engagement, que nous pouvons avoir, on est obligé de se poser la question de comment nous donner à nous-mêmes les bons moyens pour pouvoir pérenniser nos actions, savoir que nous devons nous-mêmes générer de l'activité pour vivre, parce que non, nous n'allons plus pouvoir continuer à vivre de subventions. Ça, c'est vraiment le monde qui bouge, et il faut s'accrocher aux branches pour pouvoir effectivement être présent à tous ces enjeux-là qui sont quand même très nouveaux pour nous et qui peuvent nous déstabiliser sur le fait qu'il y a des moments, les bras nous en tombent d'imaginer qu'il faut se battre contre des groupes privés lucratifs, etc. Enfin, voilà, les bras nous en tombent, et en même temps, il faut le dire, il faut le poser, et pour durer, il faut se chercher son propre modèle économique et sa propre capacité de s'autofinancer. Je dis ça avec toute la prudence de la terre, parce que Dieu sait que c'est d'une grande fragilité, mais c'est ce qui nous est donné à vivre aussi, la fragilité. Merci Madame Leduc, vous faites l'allusion effectivement à aussi une reconfiguration au niveau institutionnel par rapport en fait à des institutions qui sont obligées de chercher des ressources et qui se marchandisent elles aussi, alors que jusqu'à présent elles ne le faisaient peut-être pas. Bon voilà, mais ça reviendra certainement cet après-midi dans nos tables rondes, puisque nous avons encore beaucoup de temps et beaucoup de temps pour les échanges. Y a-t-il encore une question, un avis, etc. Sinon je vais demander à Madame Briand d'évoquer ce qu'elle voulait dire. Michel, je souhaitais juste demander une précision. Est-ce qu'on ne peut parler d'innovation sociale que si on parle en même temps d'innovation organisationnelle et économique? Ah. Juste un mot, j'ai entendu les définitions ce matin sur l'innovation sociale et ça m'intéresse beaucoup. Moi, je l'ai adapté sur quelque chose de très terre-à-terre et de très pragmatique. Pour moi, l'innovation sociale, c'est de faire évoluer en permanence les processus de la pensée pour s'adapter. S'adapter à quoi? Bien sûr aux personnes malades, aux vieilles personnes, aux personnes handicapées, mais s'adapter aussi à ce monde qui bouge. Vous l'avez dit, ça je le garde bien dans ma tête, pour s'adapter à ce monde qui bouge. Et pour s'adapter à ce monde qui bouge, je n'oublie pas que, étant dans un processus d'innovation, ce que je pense, pour tout le temps regarder, faire parler les gens, regarder si ce qu'on fait est intéressant, pas intéressant, etc. Si je ne mets pas cette dimension économique, je peux faire toute l'innovation que je veux. Ça fait partie du processus d'évolution, d'adaptation. Je peux rebondir aux deux interventions et je trouve très bien, la transition se fait très bien, s'adapter et c'est là aussi, je pense qu'il est important
qu'on accompagne les évaluations de ces innovations. Parce que quand on arrive parfois en bout de course, enfin j'ai toujours cette histoire de Simone de Beauvoir sur la résidence MacMahon en tête, où le poste d'agitateur de vie sociale, moi j'appelais ça agitateur de vie sociale, était financé sur 3 ans par des appels à projets, et puis au bout ça n'a pas suivi. Je pense qu'il était important qu'on se pose les bonnes questions, qu'on fasse une évaluation. On en avait parlé avec Yves à l'époque. Et pour pouvoir rebondir dans notre projet de résidence intergénérationnelle qu'on prescrit dans nos AC, pour favoriser l'habitat des personnes, mais pour pouvoir continuer ces espaces où se passent les rencontres, ou ces espaces où on peut agir contre l'isolement, mais qui ont besoin d'être agités pour que les personnes puissent se prendre en main. On ne va pas animer à leur place, mais on va leur donner, on va être support pour qu'elles puissent être porteuses d'idées propres, etc. Et je pense sincèrement que, mais alors c'est plus facile au niveau d'une collectivité comme une ville que d'une région, je pense que là on a notre rôle à jouer et aussi à entraîner tous les autres acteurs qui gravitent autour de ces projets pour qu'ils soient force de proposition, force d'innovation et qu'on trouve peut-être d'autres solutions plutôt que le salariat, mais peut-être d'autres solutions et qu'on puisse proposer un environnement propice. Et moi, j'ai souhaité, je pense au projet qui voit le jour, le cours des arts sur Beauregard. Moi, j'ai imposé dans le cahier des charges qu'il y ait une pièce commune de 60 mètres carrés et où les personnes peuvent partager le repas. Parce que je me dis, quand dans les plans d'aide, il y a de la préparation au repas qui est proposée, pour réduire le reste à charge, peut-être qu'on peut préparer le repas ensemble et puis en même temps on le mange ensemble, on le mange en commun et donc on lutte contre l'isolement, on agit sur le reste à charge et on est sur des conditions de travail peut-être plus favorables pour les aides à domicile qui interviennent, qui peuvent travailler sur un même ensemble. Et j'ai voulu aller plus loin, mais c'est peut-être une utopie, peut-être que ça ne va pas marcher. Je sais, et Yves ne dira pas le contraire, je sais qu'au Québec, ça marche. On peut partager les machines à laver. Donc je souhaite qu'il y ait un espace buanderie, parce que je me dis que là, on est sur de l'espace intergénérationnel. Dans cet immeuble, il y aura des jeunes, des moins jeunes et des vieux. Peut-être qu'autour de la machine à laver, on pourra se parler et puis agir contre l'isolement, parce que l'isolement, il n'est pas que pour les personnes âgées, il est aussi au niveau des jeunes. Donc peut-être que là aussi, nous, en tant que politique, on doit impulser et puis permettre cette innovation et puis aussi admettre qu'on s'est peut-être trompé. Et par exemple, il y aura dans cet immeuble, il y aura des appartements pour familles, pour personnes âgées et au milieu, une pièce commune à partager. Si jamais ça ne marche pas, cette pièce commune, on va la raccrocher à un autre appartement. Mais on se donne cette possibilité de revenir en arrière et de dire on s'est trompé sur cette innovation, ce n'était pas ça qu'il fallait. Mais il faut inclure dès le départ l'évaluation pour pouvoir rebondir éventuellement sur autre chose. Et je pense que ça, c'est indispensable. Je veux juste dire un petit mot. Alors un petit mot, parce que M. Bonny voulait aussi réagir. Non, je voulais revenir sur l'idée du marché, de la concurrence, parce qu'effectivement, une bonne innovation sociale, si elle répond effectivement bien à un besoin quand même qui était non couvert, elle va évidemment se retrouver sur un marché. Moi, là, je ne parle pas en tant que conseillère régionale, mais j'ai été conseil de pas mal de réseaux d'aide à domicile associatifs. Je les ai alertés au moment de la loi Borloo. Je leur ai dit, attention, si vous n'avez pas, vous aussi, une approche un peu marketing, vous allez vous faire laminer. C'est-à-dire que à force de dire « nous, on est les bons et le marché, enfin les autres, ce sont les mauvais », on ne va pas se mettre à faire des prestations un peu de loisirs et de confort. On ne va pas commencer à organiser des regroupements entre nous pour mieux couvrir le territoire, etc. etc. Je leur dis « attention, parce qu'il y a un truc sûr, c'est que si le marché s'ouvre, et le marché de l'aide à domicile s'est ouvert, le marché privé va aller là où c'est juteux et là où c'est dense. 15 ans après,
On a Samsic, O2, etc. sur les centres-villes, sur des prestations les moins lourdes d'une certaine manière, c'est-à-dire que les plus handicapés, les plus dépendants, les plus difficiles parce qu'ils ont des comportements, etc., ne les intéressent pas. Ils ne sont plus dans le monde rural. Ils n'ont d'ailleurs jamais été dans le monde rural où il y a 7 km ou 8 km ou 10 km entre chaque personne. Le résultat des courses, c'est que le monde associatif se trouve sur les prestations les plus lourdes et où on demande le plus de qualifications, et sur les territoires les moins denses. Et ils vont disparaître. Enfin, je dis ça, je vais cet après-midi aux 60 ans de la DMR, non, ils ne vont pas disparaître. Mais attention, quoi. Et finalement, à force d'être très droit dans ses bottes, on ne veut pas voir un certain nombre de dangers. Alors, je dis souvent que le comble de la réussite, c'est de devoir disparaître. Après tout, si un besoin n'existe plus, ça pourrait être merveilleux de dire on disparaît parce qu'il y a une offre telle que tout le monde trouve sa solution. Sauf qu'on sait très bien que dans la marchandisation, tout le monde ne trouve pas sa solution, c'est-à-dire que finalement, ceux qui peuvent payer vont trouver la solution et qu'on laisse tomber ceux qui sont plus loin, ceux qui sont plus pauvres, ceux qui se débrouillent moins bien. Peut-être qu'il faut aussi réfléchir dans les financements des choses à la manière dont ceux qui peuvent payer sont peut-être pas regardés de la même manière que ceux qui ne peuvent pas aussi. Et donc, je pense qu'il y a, sur cette question du modèle économique, il faut à un moment, sans tabou, regarder effectivement ce que sont les modèles économiques et la pérennisation, y compris d'ailleurs des subventions, mais comment dans ce modèle-là ça doit fonctionner. Bon, eh bien écoutez, voilà, on voit bien les frontières, où on les met, où le curseur se met. C'est intéressant. Gardons tout ça pour cet après-midi, puisque certainement, ça traversera aussi le contenu de nos informations. Monsieur Bonny, vous allez avoir le soin de conclure cette matinée, puisque vous vouliez réagir à quelques propos. Et ensuite, donc, on va terminer cette table ronde et cette matinée. Oui, je voudrais réagir parce que la manière dont les choses sont présentées me pose vraiment problème. Je pense qu'on ne peut pas raisonner seulement en termes de marché, d'offres, de demandes et d'autofinancement. Je pense que c'est justement une impasse, parce que ça supposerait que toutes les offres se valent dans leur construction, dans leur mode de construction, et que donc c'est juste une question après de qui les offre, et que les offres sont similaires. Moi, je connais assez bien la question par mon père des EHPAD, je sais qu'il y a des EHPAD privés qui sont, les prestations entre guillemets sont totalement différentes de réponses associatives. Donc il faut arrêter. Pour moi, c'est vraiment important ce qui est en train de se dire là, parce que si on dit que d'un côté qu'on est mis en concurrence avec plein d'acteurs privés et que de l'autre côté on soutient en même temps qu'il faut trouver nos modèles économiques sous forme d'autofinancement, on est dans une contradiction incroyable, parce qu'on accepte ce modèle de la mise en concurrence généralisée. Donc la question c'est, est-ce que les réponses qu'on apporte sont d'une autre nature? Ce n'est pas seulement une question de marché, c'est aussi comment on construit le lien, comment on construit la réponse. Et si on pense que ce qu'on construit est différent de ce que va offrir un prestataire privé marchand qui est uniquement orienté vers le profit, alors il ne faut pas qu'on raisonne uniquement à partir du marché. Il faut qu'on se dise que le modèle économique qu'on doit trouver, c'est un modèle économique qui doit hybrider des ressources différentes, dont des ressources bénévoles significatives dans le monde associatif, dont des ressources publiques significatives, parce qu'on estime justement que là, on propose une autre façon de construire la réponse. Si on dit, on vous finance pendant 3 ans, et puis maintenant vous avez répondu à un besoin, d'autres acteurs marchands vont y répondre, mais non, ils n'y répondent pas de la même façon. Ils y répondent avec leur logique de profit à court terme, etc., avec leur logique de rentabilité qui fait qu'ils abandonnent effectivement certains territoires, etc. Donc, il faut vraiment penser la question de l'innovation économique avec toutes les ressources. Et de ce point de vue-là aussi, c'est important, à mon avis, que la question d'innovation organisationnelle, ça doit aussi se poser au secteur associatif. Comment on s'organise collectivement pour avoir une échelle d'action suffisante? Parce que le problème du tissu associatif en France, c'est qu'il est extrêmement fragmenté, il est très local, souvent, et il n'y a pas de regroupement d'échelle suffisante pour peser aussi dans les orientations sociales. Et donc ça aussi, c'est des enjeux. Bien sûr qu'il faut que les acteurs se posent des questions et réfléchissent à leur modèle, mais
surtout ne pas réfléchir seulement en termes d'autofinancement et de concurrence sur le marché. Enfin, moi, je trouve ça assez catastrophique de dire ça. Et puis, j'adhère totalement à l'idée de l'évaluation en continu, parce que l'évaluation en continu, elle nous oblige à nous autocritiquer, elle nous oblige à être confrontés au regard d'autrui, et elle nous amène aussi à nous dire comment on construit les réponses, quel type de réponses on construit, et comment on peut les construire avec cette hybridation de ressources, entre des ressources bénévoles, des ressources, et la question des conditions de travail, enfin, toutes ces questions-là, on ne peut pas les laisser de côté. Donc je pense que les modèles économie sociale et solidaire, ils proposent aussi une autre façon de penser les modèles économiques. Sinon, on est juste dans le modèle dominant du marché, puis on dit, ben voilà, maintenant, on va accepter que la prestation, entre guillemets, soit fournie par le marché, par des acteurs uniquement orientés par des questions de profit. Et ce n'est pas la même chose. Non, mais je ne parle pas forcément de ce que vous avez dit. C'est plus large. Mais moi, ça me fait sauter au plafond d'entendre dire que les aidants, aujourd'hui, qu'au niveau des aidants, on est enfermé dans des logiques de concurrence, et qu'en même temps, il faut qu'on aille vers l'autofinancement pur et simple. Non. Il faut aller vers une pluralité de financement. Merci, Monsieur Boni. Alors, vous voyez que le débat n'est pas clos. Au contraire, il est ouvert et on aura tout le loisir de pouvoir poursuivre cet après-midi.